mon image jusqu'à votre écran personnel. Communiquer avec le monde, une des priorités de la maison du futur. À toutes les banques de données. Je suis Christine Barrault, je suis professeure documentaliste au lycée Joliot-Curie de Nanterre et je vais rencontrer Sylvain Delouvet, maître de conférences en psychologie sociale pour parler des ressorts du complotisme. Bonjour. Bonjour. Christine Barrault, enchantée. Sylvain Delouvet, ravi. Ravie de vous rencontrer. Merci. On va s'asseoir là-bas ? Exactement. Peut-on revenir au sens des mots quand on parle de théorie du complot, de complotisme, de conspirationnisme, de complot ? Tout simplement, oui. Tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous aider à définir ces mots et peut-être à les distinguer entre eux ? Alors, on va commencer simplement par déjà le complot. Le complot, il suffit d'ouvrir un dictionnaire, n'importe lequel. C'est lorsque un petit groupe d'individus qui agirait dans l'ombre de manière cachée serait à l'origine d'un événement ou d'une série d'événements. Ça, des complots, on en connaît plein dans l'histoire. Vos collègues, professeurs d'histoire géo par exemple, vont être certainement amenés à parler de l'assassinat de Jules César, si on remonte très loin, ou un peu plus proche de nous, du complot du 20 juillet 1944. Donc c'est l'opération Valkyrie, c'est la tentative d'assassinat d'Hitler par des généraux nazis. Nous, chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales, qui essayons de comprendre les croyances, on s'intéresse plus aux théories du complot et au complotisme. La théorie du complot, elle est très spécifique, elle est sur un cas isolé. Ça veut dire que des individus, des élèves, des adolescents, ou vous ou moi, allons expliquer un événement à partir de l'existence d'un complot. Les plus connus dans les théories du complot, c'est le décès de Lady Di, ou encore les attentats du 11 septembre 2001, ou même l'alunissage, qui pour certains n'aurait pas eu lieu. Donc on va raconter une histoire. Et puis je dirais à l'autre extrême, presque, il y a ce qu'on va appeler le complotisme. Alors complotisme ou conspirationnisme, les termes sont équivalents. Le complotisme ici ne va pas traiter d'un événement particulier, mais ce sera une espèce de super récit, de récit global. Les reptiliens, les Illuminati, le platisme. C'est-à-dire que là, on explique à peu près tout dans le monde à partir d'un complot. Donc cette fois-ci, ça relève plus de l'idéologie, en quelque sorte, de valeurs presque politiques, qui mènent à voir des complots partout. Quels sont les mécanismes d'adhésion aux théories du complot ? Alors, les mécanismes d'adhésion en tant que tels sont les mêmes, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quel que soit le niveau socio-économique, socio-culturel. Ça peut être des mécanismes cognitifs classiques de crédulité face à une information. Ça peut être un besoin de se sentir différent, unique des autres. Alors justement, quel est le rapport entre l'adhésion à une théorie du complot et l'appartenance à un environnement social qui soit familial, amical Déjà, dans votre question, c'est important. En fait, il y a un lien. C'est déjà le premier point. C'est-à-dire que adhérer à ce type de croyance est très lié à une question d'appartenance sociale, d'appartenance communautaire, d'appartenance à des groupes. En fait, quelqu'un qui deviendrait complotiste tout seul dans sa chambre, ça n'existe pas. D'ailleurs, même s'il était tout seul dans sa chambre, il serait certainement sur Internet, sur les réseaux sociaux numériques. Ouais. Exactement. Donc avec d'autres personnes. On croit ce qu'il y a à la télé, mais ils ne disent pas tout. Et en gros, tout ce qu'ils ne disent pas, c'est dévoilé sur Internet. Alors avec les adolescents, c'est encore plus marqué presque, ce besoin d'être avec d'autres, d'être peut-être avec d'autres qui nous impressionnent, à qui on veut ressembler. Vous voyez des phénomènes classiques dans une cour de récréation. Finalement, ça peut être presque un effet de mode. C'est quelque chose qui va relier entre eux certains individus. Je vais vous montrer des réflexions que des élèves ont pu faire en classe, que j'ai reportées sur ce carnet. Je vous laisse les lire et vous pouvez réagir à certaines d'entre elles si vous le souhaitez. D'accord, donc c'est vrai parce que je l'ai vu. De toute façon, on ne veut jamais vraiment savoir la vérité. C'est une phrase d'adolescent qui n'est peut-être pas totalement fausse. Prouvez-moi que ce n'est pas vrai. Je ne vais peut-être pas toutes les commenter, mais prouvez-moi que ce n'est pas vrai, c'est toujours intéressant parce qu'on est sur le renversement de la charge de la preuve. Est-ce que vous connaissez la preuve ultime pour un complotiste de l'existence d'un complot ? Non, c'est une colle, je ne saurais pas répondre à ça. C'est l'absence de preuve. Si vous n'avez aucune preuve, ça veut dire que le complot a été totalement réussi.
Alors vous voyez que là, pour argumenter, On est coincé. on est coincé. Parce que là, tous vos arguments de professeur, justement, tombent à plat. On n'est plus dans de l'argumentation, on n'est plus dans de la discussion, puisqu'on part de ce présupposé, de cette croyance. J'aimerais maintenant vous montrer une vidéo qui correspond en fait à un extrait d'un journal télévisé. Je vous la montre. Si j'arrive à faire fonctionner ce téléphone. On va y arriver comme ça. C'est un documentaire vu des dizaines de millions de fois sur Internet. Un film qui défend une thèse extravagante. L'un des avions du 11 septembre était un avion militaire américain transportant un missile. Vous avez vu ça? Un missile a été tiré quelques secondes avant l'impact. 60 minutes de manipulation d'images, d'arguments pseudo-scientifiques, d'interviews choc. Si les tours se sont effondrées, prétend le réalisateur, c'est parce que des agents américains y avaient placé au préalable des explosifs. Ici. Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Vous en avez... Alors moi, je vais d'abord vous poser une question avant de vous répondre. Vous en avez beaucoup encore des élèves aujourd'hui qui vous parlent des théories complotistes liées au 11 septembre? Alors de moins en moins, et j'ai même des élèves qui ne savent même pas ce que c'est que le 11 septembre, pour être honnête. Mais il y en a qui effectivement sont très bien renseignés et qui ont cette référence. Alors, moi j'aime beaucoup cet exemple du 11 septembre parce qu'il est assez fascinant. On a à la fois un complot, un vrai complot. Al-Qaïda, Ben Laden, je veux dire, une attaque terroriste à la base, c'est un complot. Il n'y a aucune attaque terroriste dans le monde qui ferait de la publicité avant. Et on a, sur ce complot réel, on a une théorie du complot qui s'est greffée, avec des détails assez impressionnants. Vous savez, on parle de millefeuille argumentatif dans l'idée où on va rajouter des détails et des éléments pour perdre aussi notre interlocuteur. En plus, pour le 11 septembre, ici, on a un bon exemple d'une des caractéristiques des théories du complot, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle les données aberrantes. Une donnée aberrante, c'est un élément qu'on n'explique pas. C'est un élément qui paraît bizarre, mais qui ne remet pas en cause la version officielle ou la version retenue. Et là, par exemple, pour le 11 septembre, on a retrouvé au pied de l'une des tours le passeport de l'un des terroristes, intact. C'est ce qu'on appelle une donnée aberrante. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Sauf que ça va être le point de départ pour toute une série de complotistes en disant « c'est pas normal qu'il soit là intact, tout a brûlé, sauf ça. S'il est là, c'est qu'il a été mis là. S'il a été mis là, c'est que c'est une mise en scène. Si c'est une mise en scène, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, etc., etc. » J'aimerais avoir votre avis sur des actions qu'on peut mener en classe justement pour lutter contre cette défiance généralisée. Un des projets possibles, c'est proposer aux élèves d'imaginer, de concevoir ensemble une théorie du complot et de réaliser une vidéo à destination de leur père. Vous pensiez connaître l'animal de compagnie le plus populaire au monde? Alors, attendez de voir ce qui suit. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'action? Alors, c'est une bonne méthode, sauf que je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose. Ça ne sert plus à grand-chose, pourquoi? Parce que regardez, combien de temps ils mettent vos élèves pour le faire? C'est dur, c'est difficile, c'est long? Oui, c'est long. C'est, je dirais, 6 heures de travail à peu près. D'accord, mais est-ce qu'ils ont des difficultés à le faire? Non, pas vraiment, non. Ils n'en ont pas parce qu'ils baignent tellement derrière la rhétorique complotiste que pour eux, c'est une espèce de jeu. C'est-à-dire que là où l'exercice devrait les amener à prendre conscience de « Oh, mais mon Dieu, en fait, on l'a construit comme ça. Donc, quand je suis confronté, ça veut dire que… » Ben là, en fait, c'est tellement évident que voilà, vous leur dites n'importe quoi et c'est parti. Et ils s'amusent, ils vont créer des groupes, ils vont créer des oppositions, ils vont créer des preuves, ils vont faire tout ce qu'ils connaissent parce qu'ils sont totalement immergés dedans. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas, je ne dis pas que ça ne sert à rien, je ne dis pas que c'est un effet négatif. Mais je pense que ça n'a pas l'effet qu'on escompte, c'est-à-dire cette idée de dévoilement de la vérité. Donc ça me semble être intéressant, mais peut-être plus intéressant à mener avec des élèves plus jeunes. Un autre type d'action possible, c'est amener les élèves à débunker une théorie complotiste. Vous pensez quoi de celle-là? Celle-ci, pour moi, elle est à manier avec beaucoup plus de précaution par rapport à votre groupe classe. Vous allez l'apprendre à un certain nombre d'individus. Et ils risquent de retenir plus la fausse information que la démystification qui est derrière. Et puis, il y a un deuxième risque qui est beaucoup plus fort, c'est que celles et ceux qui croient vraiment, réellement, fortement à ce que vous allez attaquer, eh bien, ils risquent d'en ressortir encore plus convaincus.
Cette démystification, pour moi, elle est beaucoup plus efficace si elle est faite dans des cours. On fait un cours d'histoire géo, par exemple, ou même de mathématiques sur un élément, et à un moment, hop, on rétablit la vérité sur une information. Oui, mais si cette démystification est faite par les élèves eux-mêmes. Là, oui, là, c'est beaucoup plus pertinent parce qu'on les implique, ceux qui vont la choisir, ceux qui vont en discuter, puis ceux qui vont créer cette démystification. Donc là, oui, c'est un élément qui me paraît beaucoup plus intéressant et qui va même dans l'idée que je propose parfois, moi, qui est de dire, mais créer plutôt, par exemple, un club de la presse ou un journal. Parce que le métier de journaliste, c'est se poser des questions, d'accord ? Mais c'est trouver les sources. C'est de ne pas publier n'importe quoi. C'est de ne pas publier ce qu'on a envie de penser, mais d'aller interroger des gens, de leur poser des questions, de faire une synthèse. Donc parfois, en fait, comprendre la démarche d'un journaliste ou même la démarche d'un scientifique. Faire une conférence ou une animation autour d'une théorie scientifique ou autour d'un concept pour le vulgariser. Et s'apercevoir de la difficulté de rendre simple quelque chose de complexe. Vous voyez, prendre conscience de tous ces éléments-là pour que cette méfiance soit aussi attaquée, soit remise en cause. Merci beaucoup Sylvain Delouvet pour cet échange. Merci. Merci à vous pour vos questions et puis pour votre travail aussi auprès des adolescents et des adolescentes.